Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Ah, le sexe, vaste sujet. Il paraît que les Françaises et Français font moins l'amour qu'avant. Il paraît que les écrans ont tué nos rapports charnels. Il paraît que les hommes ont des besoins que les femmes n'ont pas. Vraiment ? Il paraît que le désir a disparu et il paraît que le sexe, ce n'est qu'à la pénétration. Mais est-ce que tout ça c'est vrai ? Et surtout, qu'est-ce que ça dit de nous, de notre époque et de notre rapport au sexe dans un monde où le porno est partout ? Margot Théroux, sexologue, vient nous éclairer sur ce thème passionnant. Pourquoi on fait moins l'amour et surtout comment réinitier de la sensualité et mettre du piment dans la vie de notre couple pour se sentir épanoui dans notre sexualité. Margot vous emmène dans le monde passionnant des ébats amoureux et je vous promets que c'est caliente et que ça redonne espoir pour retrouver une sexualité épanouissante, faite de tendresse, de sensualité, d'écoute, de consentement et de désir. Je vous conseille d'écouter cet épisode avec votre moitié, ça pourrait déclencher des discussions très intéressantes et peut-être, pourquoi pas, une nuit au rythme. Allez, je vous souhaite une très bonne écoute et surtout, n'hésitez pas à partager cet épisode si vous l'avez aimé. Ça aide énormément ce podcast et surtout, je sais que ça aide les gens qui l'écoutent. À très vite. Salut Margot, bienvenue dans le podcast de la matrescence. Salut Clémentine, merci de me recevoir. Je suis ravie que tu aies fait le déplacement pour venir dans ce podcast. Alors, on va parler de sexualité aujourd'hui. Tu as écrit un livre qui est juste derrière qui s'appelle La Malbaisse, si jamais vous regardez sur YouTube. Moi, ce que j'avais envie de te poser comme première question, c'est comment tu t'es intéressée à la sexualité ? Pourquoi ? Ah, c'est une question qu'on me pose jamais. C'est vrai ? Non, parce qu'on parle du livre et j'ai tendance un peu à me cacher derrière ça. Moi, à la base, je voulais devenir gynéco. Et malheureusement, histoire de vie fait que je n'ai pas pu faire médecine. Et ça m'est revenu dessus en plein milieu du Covid, en fait. Avec ce truc de sensation de fond du monde. Et j'avais toujours aussi été un peu la copine qui donnait des conseils sexos. En gros, avant d'avoir mes règles, je connaissais tout sur les règles. Enfin, tu vois, j'étais ce genre de copine-là. Et ça m'a toujours fascinée. Et à mesure des années, en fait, je me suis rendu compte que derrière le côté un peu grivois et marrant qu'il peut y avoir autour de la sexualité, en fait, c'est une zone qui réunit tellement de choses. C'est une zone qui réunit la sociologie, la philo, le féminisme évidemment, la santé, le médical, la psycho. Et en fait, j'avais envie d'être actrice dans ça. Et c'est comme ça qu'en fait que la sexualité a été pour moi la meilleure des choses. Et j'ai décidé d'en faire mon métier. Est-ce que tu t'es heurtée à des regards un peu interrogateurs de ton entourage en disant je vais être sexologue, tu vois, quand tu as commencé à aller vers cette voie-là, dans cette voie-là ? Ah, carrément. C'est-à-dire qu'en fait, au début, je me souviens, mon père, il m'a dit, mais il y a des gens qui vont payer pour parler de sexe. Et tu vois, tu retires le mot payer par autre chose. Il y avait un peu une sensation de, non, je ne suis pas, et j'ai tout le respect pour les TDS, travailleurs, travailleuses du sexe, mais c'est pas la même chose. Il y a beaucoup de personnes qui rigolaient. J'ai eu beaucoup de rire au début et moi, j'étais pas trop à l'aise dans ma posture, donc je t'avoue que j'arrivais du mal un peu à mettre le cadre. Et en fait, à un moment donné, maintenant j'ai une réponse toute faite qui est très cash. Je leur dis, mais vous savez, les gars, dans mon cabinet, il y a un paquet de mouchoirs et c'est pas pour la masturbation, en fait. Et là, de suite, tu vois, tu mets un peu la dimension souffrance, tristesse, traumatisme qu'il peut y avoir derrière et ça calme tout le monde généralement. Mais ouais, au début, c'était des blagues. Voilà, on me disait que j'avais un X dans mon prénom et que du coup, c'était fait pour moi. Enfin, une grosse assimilation entre... Et ce qu'on rencontre aussi sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle, moi, des consoeurs surtout, dès que tu parles de sexe, t'es une femme, de suite, t'as le cliché, la fille facile, la nympho.
Et quand bien même, tu et aurais quand le droit, bien mais même, ça change rien à ton ouais, métier. c'est ça, c'est-à-dire que, enfin, je parle de sexualité, je parle pas de ma sexualité. Et les personnes ont du mal à gérer la nuance, en fait. Comment est-ce que toi, tu envisages la sexualité? Parce qu'il y a plein de courants, il y a plein de façons de parler de ce thème-là. C'est quoi ton approche de la sexualité? En fait, pour moi, la sexualité, c'est et ça, j'en parle beaucoup dans le livre, c'est un des piliers du couple, mais c'est pas le seul pilier. Et elle est mouvante et elle doit être libre, en tout cas dans ce que j'aimerais et dans ce que je prône, de toute injonction, mais d'un sens d'un côté comme dans un autre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est vivant et qui va avancer, évoluer au gré de nos vies, qui va changer. Et il y a des fois, on va avoir plus envie, il y a des fois, on va avoir moins envie. Et il y a des fois, on va vouloir faire plus type de pratique et des fois moins. Et en fait, j'essaie justement de pas m'inscrire dans un courant et de la laisser être ce qu'elle est, c'est-à-dire quelque chose à l'image de la vie. Est-ce que tu étais prête, en revanche, à recevoir tous les traumas qui sont liés à la sexualité? Parce que j'imagine que quand tu reçois dans ton cabinet et que tu tires un peu le fil, peut vite y avoir des violences sexuelles qui ont été vécues par les personnes que tu reçois. Ça, c'est quelque chose que tu avais envisagé à la base quand tu t'es intéressée à la sexualité? Oui, parce qu'en fait, durant mes études, j'ai contacté le syndicat national des sexologues cliniciens. Donc, en fait, tu as 2 syndicats. Tu as un à destination des médecins sexologues et un à destination des non-médecins. Et en fait, si tu veux faire partie du syndicat, il faut que tu aies un travail thérapeutique. Et il faut qu'il ait déjà eu lieu. Donc, moi, j'ai été suivie par un psy depuis 2-3 ans à ce moment-là. Et effectivement, là où ce que tu mets en avant, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que depuis, je suis passée à 1 séance de psy par semaine à 2 séances de psy. Parce que même en psychanalyse, alors je vais me faire taper dessus, bon, tant pis, j'assume. En fait, parce que effectivement, il y a tellement de choses qui se jouent dans le transfert, dans le contre-transfert. En plus de ça, on a une intervision, on doit avoir une supervision pour en fait faire en sorte que toutes ces choses-là aujourd'hui ne m'atteignent pas. Enfin, c'est pas qu'elles ne m'atteignent pas, c'est que à partir du moment où je sors du cabinet, je pars pas avec l'histoire des personnes. Tu mets des barrières pour te protéger. Ah oui, mais moi je suis hyper à cheval sur l'éthique. C'est-à-dire, c'est pas obligatoire, chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, une intervision, une supervision, 2 séances de psy, bon, normalement je suis assez blindée. Et quand il y a des fois ça déborde, parce que ça peut arriver, évidemment, j'appelle mon superviseur et je lui explique ce qui se passe. Mais c'est pas facile. J'imagine. J'imagine. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à ton livre, ce que tu as écrit, qui s'appelle donc La Malbaise. Je pense que le titre est assez évocateur et on sait de quoi on va parler. On en a beaucoup parlé de cette étude récente qui dit que les Français font moins l'amour qu'avant. Toi, tu donnerais quoi comme explication à cette étude? Alors, il y a plusieurs causes à cette étude. Enfin, il y a plusieurs causes à la malbaise. Enfin, quoique... En fait, je veux pas que les personnes pensent que c'est pas parce qu'on fait pas l'amour qu'on est mal baisé. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que je ne dis pas que ça. Mais par contre, effectivement, il y a une étude qui a été sortie en 2023-2024 qui montre qu'effectivement, les personnes ont moins de rapports sexuels. Et je me souviens quand j'avais été interrogée par l'époque avec des journalistes, tout le monde me disait « Oh, mais c'est horrible, etc. » Et moi, je dis « Bah, en fait, non, pas spécialement. C'est pas si terrible que ça. C'est peut-être aussi parce que les femmes ne se forcent plus. C'est peut-être parce que le consentement chez les jeunes est bien plus présent et que au lieu de voir le verre à moitié vide, là où on pense qu'une sexualité réussie, c'est une question de quantité, on peut se dire, en fait, c'est quelque chose de très chouette. » Et là, il m'avait regardé en mode « Ah d'accord, on n'avait pas vu ça sous cet angle. » Je dis « Bah oui. » Après, effectivement, il y a d'autres statistiques que je mets en avant dans l'essai qui montrent qu'il y a un vrai problème au niveau de la sexualité. Mais si on s'intéresse à la seule donnée sur les quantités, moi, ça me choque pas. Enfin, je veux dire... Il n'y a rien d'alarmant. Non, parce que finalement, c'est peut-être des personnes qui s'écoutent plus, où il y a plus de consentement et c'est plutôt bon signe en vrai. Justement, donc, dans ton livre, tu passes la première partie à faire un état des lieux de la sexualité française. D'abord chez les femmes, ensuite chez les hommes. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres clés pour qu'on fasse un petit tour d'horizon et qu'on comprenne de quoi on parle un peu dans les pratiques sexuelles des Français? Ok. Alors, en gros, aujourd'hui, il y a une donnée qu'il faut avoir en tête, c'est celle de 30%. Il y a, et on est assez raccord avec les hommes là-dessus, 35% des Françaises, et je crois que c'est 30% des Français, ressentent de l'insatisfaction en matière de sexualité. Là, ça veut dire qu'en fait, factuellement, autour de soi, 1 personne sur 3 n'est pas contente de sa vie sexuelle. Et ça rassure. Parce qu'on a l'impression que tout le monde s'éclate au lit, sauf nous. Et encore plus avec une vision très jeuniste en disant que supposément 30-40 ans seraient les plus belles années de sa vie sexuelle et qu'ensuite ce serait une longue descente aux enfers. Spoiler, non. C'est souvent l'inverse d'ailleurs. Ça, c'est hyper intéressant. L'âge de la première masturbation, chez les hommes, jeunes hommes, elle est autour de 12-13 ans. Chez les femmes, elle est autour de 18 ans. Et
cette statistique, même si elle peut paraître hyper anecdotique, elle en dit long déjà sur l'éducation complète à la sexualité. Les hommes, ils sont autorisés, c'est même normalisé de se masturber, au point où le mot branleur est rentré dans le vocabulaire courant. Là où chez les femmes, en fait, elles se masturbent tard, mais en fait, parfois, la première masturbation a lieu plus tard que la première fois. Tu vois? Que le premier rapport. Ouais, souvent. Tellement ils connaissent pas leur corps. Et tellement, en fait, on leur présente le sexe comme étant une altérité, un truc à l'autre, en fait. Moi, je sais que les cours d'éducation, entre guillemets, que j'avais eus, c'était attention, tu peux choper le VIH et tu peux tomber enceinte. Donc déjà, c'est un peu sérophobe, hein, clairement. Mais en fait, on parle pas de moi, en fait. On parle que d'une tierce personne, souvent homme, donc très hétérocentré. Mais on parle pas de plaisir, de la masturbation, qui sont plutôt les fondamentaux de la sexualité. Et c'est intéressant dans les chiffres que tu donnes parce que on a un peu toute cette vision que aujourd'hui les jeunes sont beaucoup plus débridés. Et en fait, l'âge du premier rapport sexuel, il change pas tant. Non. À notre époque, c'était 17 ans et je crois que c'est toujours à peu près c'est le même âge. C'est 16,8 quoi. Ouais. Mais on est vraiment sur les mêmes données, ouais. On n'est pas sur du 12-13 ans. Non, comme on pourrait peut-être un peu imaginer. Non, par nos contre, ados. 12-13 ans, c'est l'âge de la vision du porno. Ouais, voilà. 12-13 ans, c'est le premier contact avec la pornographie et c'est ça qui a avancé. Oui, bien sûr, mais sur la pratique sexuelle, au final, les chiffres sont plutôt constants sur le premier rapport. Ce que tu notes dans les chiffres, c'est que si on compare aux données de 2006, je crois que tu donnes en comparaison, les femmes ont un peu rejoint les hommes dans leur pratique sexuelle. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que chez les hommes, globalement, sur les pratiques de pénétration, de recevoir la fellation, désolé, on va aller sur la technique. On est globalement sur les mêmes choses. Il y a des petits écarts. Là où, effectivement, on voit des bons au niveau de la pratique, notamment de la fellation. De la pratique c'est pas l'anulingus, c'est... Cunilingus? Non, la pénétration anale. Ah, j'ai un trou. J'ai un mauvais jeu de mots. La sodomie. La sodomie, merci. Désolée. Écoute, si tu as besoin. Voilà, c'est ça. Désolée, c'est sûr que, même d'emblée, j'ai pas su me tenir, donc je suis dans un... Tu es un enfant de moins de 3 ans, ça c'est normal. Voilà, c'est ça. J'ai le mommy brain. Un gros mommy brain. Le pire, c'est quand je suis en consultation que j'essaie de faire la meuf et de faire la théorie. Et là, j'ai un énorme trou et je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Donc, voilà. Là, on voit effectivement un bond au niveau de la fellation et de la sodomie, au niveau des pratiques. Et c'est aussi ce que j'interroge. Je me dis, est-ce que ces femmes le font parce qu'elles vivent leur sexualité comme elles ont envie de l'entendre et elles ne se mettent plus de limites? Ou est-ce que c'est une réponse à un schéma érotique présenté par l'industrie pornographique? Mais ça, malheureusement, j'ai pas la réponse. Alors, c'est ce que tu dis aussi, c'est que les statistiques sont à prendre avec des pincettes puisque c'est déclaratif. Voilà. Et donc, on raconte bien ce qu'on veut sur sa vie sexuelle quand on doit déclarer quelque chose. Est-ce que on sait si les hommes ont tendance plus à mentir, les femmes à moins, puisque justement, il y a cette pression sociétale, hein. Une femme, faut pas trop qu'elle ait de rapport et l'homme, c'est mieux vu. On sait ça un peu s'il y a des biais cognitifs, hein, tu vois, s'il y a des biais dans la façon de présenter. Oui, il y a totalement des biais, hein. C'est pas qu'un cliché, hein. C'est-à-dire que quand on est, et moi, je le vois bien, des hommes en consultation, c'est souvent la première fois qu'ils parlent réellement de sexualité. Alors qu'en fait, ils ont, et je crois que t'en parles dans un de tes épisodes, ils auraient des espaces pour parler d'eux, de leur santé mentale, et ils ne le font pas, tu vois. Je sais que c'est un des grands sujets que j'adore écouter dans la matrescence, et c'est exactement ça, y compris dans la sexualité. Et puis en plus, imagine, t'as quelqu'un qui vient te poser des questions sur ta sexualité, t'as envie un peu de rouler des mécaniques, quoi. Même si c'est anonyme, même si ton chiffre, il va être perdu au milieu de centaines de milliers d'autres, mais t'as aussi ce biais où t'as envie de, montrer un peu même si je déteste cette expression, la meilleure version de toi-même. Ce qu'on voit aussi dans les chiffres, c'est que, en revanche, les femmes ont augmenté le nombre de partenaires qu'elles ont. Alors, c'est pas autant que les hommes, hein, c'est une moyenne, donc ça veut vraiment dire qu'on est parti de deux extrêmes. Elles sont à 9, je crois, aujourd'hui. Non, je sais plus. Je crois que c'est 6,5 et les hommes sont à 9 ou un truc comme ça. 6,5 et 9. Donc, on réduit l'écart, on va dire, en nombre de partenaires par rapport aux hommes. Ça aussi, c'est un indice sur la libération aussi un peu des carcans et de se dire on a le droit d'avoir une vie sexuelle. On parle beaucoup de body count en ce moment. Ouais. Voilà. Alors, ça peut être très bien utilisé parce que ça est libérateur pour les femmes, mais ça peut aussi être une emprise des hommes pour dire elle a un body count. Alors, le body count, pardon, j'explique pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est le nombre de partenaires qu'on a eu. Ouais. Mais encore une fois, très valorisé pour les hommes et peut être très mal vu si on est une femme. Et puis, c'est un terme qui a été inventé par des masculins. Oui, je sais, c'est terrible. Mais les jeunes, ils le reprennent comme si c'était... Mais oui, je vois des trucs passer sur TikTok et je dis attention, effectivement, le body count, c'est pour évaluer, jauger. Il y avait cette vidéo terrible, tu sais, que tu as dû voir d'un mec en salle de sport. Enfin, bref. Combien d'hommes seraient passés sur elle, en gros? C'est ça qui est terrible. Donc, s'il y en a trop, on peut pas prendre. En fait, elle partait de 10 sur 10. Et si jamais tu apprends que cette nana a eu plus de 10 partenaires, est-ce que sa note se dégrade?
Et chez les nanas, en fait, elles disaient bah non, enfin peu importe. Et chez les mecs hétéros, tout de suite, on passait sur des 2/10. Je vois. Dans ton livre, tu interroges beaucoup notre société basée sur le patriarcat et en quoi elle influe évidemment sur nos rapports sexuels. Donc vraiment, je vous recommande le livre parce que c'est très intéressant de comprendre le lien. Mais si on repart un petit peu sur la malbaise, ce serait quoi les fondements de la malbaise? Est-ce que d'ailleurs c'est plus féminin de se dire qu'on est moins en raccord avec sa sexualité ou c'est égal chez les deux sexes? Hyper intéressant. Alors déjà, la malbaise, je voulais l'appeler comme ça parce que dans les mouvements militants, c'est se réapproprier un mot qui était à la base une insulte. Typiquement, à la base, se faire traiter de lesbienne à l'époque, c'était une insulte et les lesbiennes se sont réappropriées ce mot-là. Et du coup, c'est pour ça que je voulais reprendre la malbaise pour réapproprier ce mot. Chez les hommes, la malbaise, de ce que je vois en consultation et de ce que montrent les chiffres, etc., ça va être sur du quantitatif. C'est-à-dire que, cas classique, monsieur, madame viennent me voir, on me dit non mais notre sexualité ça va pas, d'accord, pourquoi? Parce qu'on fait pas assez l'amour. Chez les femmes, la malbaise elle va se situer au niveau du qualitatif. Et c'est pour ça qu'en fait, le désir étant l'anticipation d'un plaisir, si ce que je fais ça me plaît pas, j'ai pas envie de le faire. Et donc c'est pour ça que les couples hétérosexuels ne se comprennent pas. Parce que les hommes vont me voir en me disant on fait pas assez l'amour, elle a un problème, évidemment c'est de sa faute, sinon c'est pas très drôle. Et les femmes en fait, vont me dire je n'aime pas ce qu'on fait, mais ne sont, dans la grande majorité des cas, attention, pas capables de me dire qu'est-ce qui leur fait plaisir. Tu vois, il y a une question que je leur pose qui est qu'est-ce qui vous fait plaisir en matière de sexualité? Le blanc. Genre, on ne sait pas. Et donc, c'est pour ça que c'est très compliqué. Mais en même temps, une fois qu'on sait ça, c'est beaucoup plus facile, grosse guillemets, dans la compréhension. C'est qu'en fait, déjà, le rapport à la sexualité, il est très différent. Il y en a qui vont compter et il y en a qui vont être sur la qualité. Donc là, on a deux mondes qui s'opposent, en fait. Oui, voilà. Ce que tu dis. La sexualité hétérosexuelle est un joyeux bordel. Dans le livre, tu interroges beaucoup le rapport des femmes au corps. Ouais. Et tu expliques que c'est aussi un des aspects qui fait qu'il y a des problématiques dans la sexualité. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà cette idée, tu parlais des stéréotypes patriarcaux qu'il y a, c'est normal d'avoir mal. Cette phrase, on l'a en tête depuis qu'on est petite. Avec des vêtements, j'ai maman de petite fille, donc avec des vêtements qui sont pas faits pour le mouvement, va grimper un arbre avec des collants et une jupe. Donc, non, mais c'est normal que tu fasses bobo, que tu t'es blessé parce que t'avais pas mis le bon pantalon. Et en fait, avec l'arrivée des règles, l'endométriose, on n'en parle pas, c'est limite, c'est la découverte de l'année, alors que les femmes, je pense qu'elles ont mal depuis la nuit des temps. Et effectivement, il y a tout un chapitre dans la malbaise sur le corps qui est souffrant, parce que, en fait, on rencontre des mots qui sont dépendants de la sexualité et parfois qui sont juste indépendants de la sexualité, mais qui touchent à notre sphère sexuelle. Des mycoses, les cystites, et puis tout un tas et puis une errance médicale chez les femmes. En fait, on va minimiser leur douleur. Et ça me tue, et encore plus chez les femmes racisées. Ça, j'ai pas eu le temps d'en parler dans ma malbaise, mais tu vois, en fait, j'y pense parce que j'ai une femme cette semaine sur ce sujet-là. Elle a eu un accouchement traumatique et on a minimisé sa douleur parce qu'elle était d'origine maghrébine. Tu vois, c'est le syndrome méditerranéen. Et en fait, vu qu'on a intégré l'idée que c'était normal d'avoir mal, les règles, la première fois, la grossesse, c'est pas une maladie. En fait, ça peut l'être avec l'hyperémèse. Ça peut l'être si t'as un col qui est trop court. Enfin, ça peut l'être pour mille et une raisons. Et en fait, du coup, les femmes vont associer, malgré elles, le sexe avec la souffrance. Et donc, en fait, forcément, ça va être un frein supplémentaire dans la découverte de leur plaisir. Si toute ma vie, j'ai eu mal, pourquoi tu vas m'embêter sur un truc qui est censé me faire du bien? Et tu expliques aussi que notre rapport au corps, le fait que on ne se vit dans la sexualité que par le regard extérieur, fait qu'on, comme tu le disais au début, on ne connaît pas notre désir, on ne sait pas ce qu'on aime. C'est un frein dans notre épanouissement, dans notre sexualité. Ouais, tout à fait. C'est ce qu'on appelle du spectatorisme. En fait, le spectatorisme, c'est pas une pratique évangéliste, c'est faire l'amour en se sachant et en s'imaginant soi-même. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai des femmes qui vont se priver, d'une lèvrette parce que elles vont avoir les seins qui pendent ou elles vont avoir un bout de ventre qui leur plaît pas. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais honnêtement, si on fait toute l'introspection sur soi, combien de fois on va se dire non, mais je vais pas me mettre dans cette position parce que, je sais pas, il y a mon ventre qui va être comme ça et puis je vais fermer la lumière, le classique. Je vais fermer la lumière parce que j'ai pas envie qu'ils voient, je sais pas, ma cicatrice de césarienne ou mes vergetures ou tout désagrément qui me semble compliqué. Et c'est un vrai sujet. Mais encore une fois, c'est parce que la société nous positionne comme objet de désir et non pas comme sujet de désir.
Il y a Camille Freud-Vométeri qui en parle extrêmement bien dans ses essais. Ouais, qui est philosophe et qui en parle extrêmement bien. Il y a aussi Caroline Michel, qui est journaliste et autrice, qui a écrit un livre sur la charge sexuelle. Et il y a aussi toute cette dimension sur aussi l'amont, l'esthéticienne. Voilà, te faire épiler. Voilà, il y a des hommes qui veulent des vulves imberbes de poils. Donc, t'as l'esthéticienne, mais ça coûte aussi. Donc, il faut que tu organises du temps pour prendre rendez-vous chez l'esthéticienne. Il faut que tu t'achètes de la lingerie parce que tout le monde te dit qu'une sexualité épanouie, c'est avec de la lingerie. Et donc, en fait, toute la société, nos conjoints, nos partenaires, nous renvoient encore une fois que comme étant objet de désir. Et donc, c'est difficile dans ces moments-là de se penser sujet de son désir et de se dire attends. Est-ce que littéralement, j'ai envie de me foutre une bande de cire chaude toutes les 3 semaines sur les lèvres? Bah non, en fait. Et tu dis à l'inverse que les hommes ont moins ce rapport-là avec leur corps, on les a plus autorisés à explorer un petit peu leur sexualité, mais qu'eux, le pendant, c'est la performance. C'est ça. C'est-à-dire que effectivement, et je pense que c'est pour ça que je te parlais de la statistique sur la masturbation, c'est ce que j'explique aussi en séance, c'est la sexualité chez les hommes, elle va être présentée comme étant limite une éthique de vie. C'est-à-dire, très tôt, ils vont se masturber et c'est nourri par la pop culture, les fameuses chaussettes sur les poignées de porte dans American Pie. On a grandi avec American Pie aussi. 90s, 80s kids, voilà. C'est ces images de masturbation ou de mouchoirs à côté du lit. Enfin, on a tout un peu ces espèces d'images en tête. Et dès lors, en fait, vu que la sexualité va faire partie intégrante de leur vie et de leur identité, celle-ci ça va avoir des avantages, c'est qu'en fait pour eux, moi il y a des fois je leur dis, même à des gens qui ont 40 ans, je leur dis, mais en fait vous masturbez comme vous auriez envie de pisser quoi. Ils sont stressés, ils se masturbent, ils vont pas bien, ils se masturbent, ils ont eu un problème au travail, ils se masturbent, et en fait la sexualité devient un peu la soupape de décompression de leurs émotions. Mais donc ce qui peut être très chouette dans certains cas, le pendant de ça, c'est que c'est une part de leur identité. Et vu que la sexualité masculine, effectivement, ça fait partie de ce code viriliste du sexe, du pouvoir et de l'argent, un homme qui ne fait pas assez l'amour va se sentir moins mec que un homme qui va se vanter en société de tous ses partenaires et de tous ses rapports. Mais encore une fois, on n'est que sur du quantitatif. Mais c'est ça, quand tu regardes la sexualité masculine, c'est de la perf, c'est la taille du pénis, la durée des rapports et le nombre de partenaires. Est-ce que du coup, tu reçois en consultation des hommes qui souffrent de ça, parce qu'ils voudraient ne pas correspondre à ces normes, mais qui ne savent pas faire autrement parce que la pression sociale, elle est énorme, et qui n'ont pas d'autre modèle au final? Ouais, totalement. Alors, ce qui est très drôle, c'est que bien que ça soit un essai féministe, en ce moment, même depuis plusieurs mois, j'ai quand même 3/4 de personnes, ce sont des hommes en consultation. Peut-être parce que justement, il y a quelqu'un qui leur dit, en fait, les gars, vous avez le droit d'en avoir marre de ce truc. Parce que les hommes comme les femmes, et c'est pour ça que sur la malbaise, je n'ai pas voulu l'adresser qu'aux femmes. Parce que en fait, les hommes sont aussi les grands perdants de cette histoire. Dans 90% des cas des troubles érectiles, c'est psychologique. Donc une fois que je leur ai dit d'aller voir un urologue et de vérifier qu'il n'y avait pas de problème cardiaque ou de problème d'artère, en fait, ils souffrent de ce truc-là. Parce que eux, comme leurs partenaires, sont pris dans ces choses-là. Et en fait, je leur dis, il y a Martin Page qui a écrit un livre qui s'appelle Au-delà de la pénétration, et je dis, lisez ce livre. Ça a été écrit, un livre par les hommes et pour les hommes. Et on devrait même tout le lire. C'est se dire, en fait, on n'a pas besoin de la pénétration. Là, on en a vraiment besoin. C'est lors de la reproduction. Et encore, maintenant, il y a des FIV, etc. Mais je veux dire, factuellement, je parle d'entrée, plat, dessert. Et en fait, le sexe, c'est un énorme apéritif dînatoire. Et tu peux avoir envie d'une bonne pénétration, comme d'un cuni, comme d'un baiser plaqué contre un mur. Et ça, les hommes, quand tu leur dis ça, ils sont ah ouais. Tu vois, je les trouve toujours très touchants en vrai en consultation parce qu'ils se disent mais je me sens pas bien, je me sens nulle. Et je leur dis en fait c'est pas vous, c'est la société quoi. On ne le rappellera jamais assez, le patriarcat fait du mal aux femmes et aux hommes. Ouais. Et c'est ça qu'on dénonce ensemble. Là, si on s'intéresse par exemple à un couple qui a eu des enfants, un couple hétérosexuel et qui est dans le quotidien un peu harassant, qui ne priorise plus son couple, est-ce que c'est normal que la sexualité ça passe en dernier, tu vois? Ouais, non mais totalement, pardon, je t'ai coupé. Non, mais parce que je me dis des fois on a ces injonctions aussi de dire quand on est parent, il faut pas s'oublier, donc il faut aussi absolument retrouver une vie sexuelle. Alors parfois beaucoup de pression de le faire très rapidement après la naissance d'un enfant. Calmons-nous, on vient de sortir un être humain de notre corps. Après, c'est chacun son rythme surtout, mais tu vois, quand tu reçois les parents, c'est quoi leur doléance par rapport à ça?
En fait, c'est exactement ce que tu décris, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce de... Moi, c'est la phrase, la pression de la reprise des rapports sexuels, je n'en peux plus. Genre laissez-les... Moi, alors, donc, tu l'as dit, je suis maman d'un enfant de moins de 3 ans. Moi, quand ils sont rentrés, je leur dis, mais en fait, les gars, je suis sexologue. Donc, en fait, je sais tout. Enfin, j'ai fait la meuf parce que là, je dis, vous me laissez tranquille. Oui, mais madame... Non, c'est bon, je sais. Enfin, voilà. Mais effectivement, tu vois, tu viens à peine d'accoucher, on te parle déjà de tout ça, genre, laissez-moi me remettre. Mon corps est un chantier. Et oui, effectivement, c'est parce qu'on entend partout qu'un couple qui va bien. Voilà. En fait, d'où ça vient ce truc, c'est que le sexe serait le ciment du couple. Et donc, on se dit que si on fait pas l'amour, c'est qu'on n'est pas un couple. Je le dis et je le redis, non, le sexe, c'est pas le ciment du couple, c'est le ciment d'un plan cul. Non, mais vraiment. C'est-à-dire que si t'as réussi et t'as voulu faire des enfants avec quelqu'un, c'est que vous avez de loin dépassé ce stade du plan cul. Ou sauf rencontre fortuite et coup de foudre, et on adore. Mais c'est pas la grande majorité des personnes. Non, enfin, pareil, j'ai énormément de femmes et de couples qui viennent me voir pour ces questions-là, et je leur dis, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être parent, et il y a un temps pour être couple. Et ces temps-là, ils sont variables en fonction du tsunami qu'est la petite enfance. Pardon, mais demander à un couple d'avoir des rapports sexuels alors qu'ils ne dorment pas, et que le sommeil... On le dit jamais assez, mais c'est nécessaire à la production de testostérone qui elle-même va nourrir le désir. Bah ouais. Il y a un combo qui marche pas. Il y a un combo qui marche pas. Ou tu vois, l'hormone de l'allaitement, qui elle se fixe et qui empêche le désir parce que biologiquement ça fait sens. T'as pas envie de te reproduire quand tu nourris un petit être humain qui dépend que de toi. Enfin, tu vois, il y a aussi une forme de logique. Je sais pas une logique biologique, mais moi qui me dis, ah ouais, c'est vrai ce truc de bah oui. Et donc, moi, je leur dis, il y a un temps pour tout. Et la sexualité, c'est pas grave. Par contre, ce qu'il faut pas perdre, c'est le contact avec l'autre. Mais le contact, il peut être tactile, mais ça peut être juste de se prendre dans les bras 5 minutes par jour. Le contact, ça peut être de se parler. Mais en fait, qu'il n'y ait pas de sexualité, c'est pas un problème. Par contre, faut pas perdre le contact. Et idéalement, le toucher. Mais encore une fois, ça c'est compliqué parce que et pour avoir été maman, je l'ai bien vu, quand t'as un réservoir de toucher qui est juste à la fin, t'es râlé pâquerette et que t'as quelqu'un qui te fait un câlin, en fait, ne me touche pas, tu vois. Éloigne-toi, tu vois. Et moi, je dis toujours, voilà, les 3 premières années de vie, et d'ailleurs, c'est marrant parce que les couples que je vois, c'est souvent quand leurs enfants, ils ont 3-4 ans, tu vois, une fois que le tsunami est passé. Sauf certains qui viennent avant parce qu'ils sont stressés, mais très souvent c'est à partir de 3-4 ans, c'est que tu vois, voilà, une fois que tu sors de la petite enfance, tu vois, tu sors de la tempête, là, t'es plus dans une mer apaisée, et là tu peux se dire, ok, on voit. Comment on fait alors pour réenchanter notre sexualité dans une deuxième partie de vie? Parce que quand on vient d'avoir un enfant, on remet un peu les compteurs à zéro, tu vois, faut réapprendre d'autres choses. Par quoi ça pourrait passer? Alors, il y a quelque chose que je ne dis pas dans le livre et que tu vas avoir en exclu. En fait, il y a 4 étapes pour retrouver une sexualité. L'acronyme, c'est... j'aime beaucoup les acronymes. J'ai un petit côté TDAH, mais il faudrait que je creuse encore plus tes podcasts pour savoir ça. Tu m'as beaucoup mis le doute. Il va falloir que j'écoute plus. Bref, je repasse dans l'épisode de La Boîte Essence. Donc, l'acronyme, c'est TSES. La première étape, c'est la tendresse. Donc, des bisous, des câlins, des papouilles, des mamours. Enfin, tu vois, le champ lexical un peu du rond doudou, quoi. De ces fauteuils-là qui sont tout. Voilà, c'est ça, la tendresse. La deuxième étape qu'on oublie, c'est la sensualité. La sensualité, c'est le plaisir des sens. Juste le plaisir des sens. Donc, on a l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût et le toucher. Quelque chose de très sensuel en couple, prendre une douche à 2. Se savonner à 2. Mais pas, je te frotte le dos, tu vois. Se savonner avec de l'intention. Dormir nu. Faire un câlin nu avant de dormir. Ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, pour les couples qui ont envie de relancer ou de retrouver une intimité, je leur dis, on oublie le sexe. Vous mettez pas la pression. Par contre, mettez un peu de sensualité tous les jours. Je suis très fière de moi. Je viens d'accompagner un couple avec des triplés. Et ils ont réussi à remettre de la sensualité. C'est ma petite victoire. Et donc, je leur dis, en fait, l'idée, c'est pas, parce que j'entends partout, book-toi un week-end, achète de la lingerie, mais genre, frère, ça coûte de l'argent, t'as pas le temps, t'es fatigué, qui va prendre 3 gosses en même temps? Enfin, c'est ça. En fait, moi, mon objectif, mon taf, c'est de prendre l'existant. Tu vois, tu prends ce qu'il y a dans le frigo et tu mets un peu d'épices, quoi. Et donc, je leur dis, la sensualité, vous prenez une douche le soir, et vous allez prendre 1 fois par semaine une douche à 2. Et puis, vous allez voir si vous avez envie de 2 fois. Vous allez vous coucher en même temps et vous allez faire un câlin nu ou un câlin à 2. Et là, on me dit, oui, mais imagine, il a du désir, etc. C'est pas grave. Si t'as du désir ou s'il a du désir, c'est normal. S'il a une érection, c'est un réflexe biologique. Donc, au pire, tu hackes le truc et ça s'arrête là. Ensuite, une fois que t'as fait ça, t'as l'érotisme. L'érotisme, c'est le plaisir des sens dans le but de créer du désir chez l'autre, volontairement.
Un tango, c'est sensuel. Un lap dance, c'est érotique. Et donc ça, c'est la 3e étape. Et ensuite, la 4e étape, c'est la réponse à l'érotisme, c'est la sexualité. Donc moi, aux personnes et aux jeunes parents, et même aux autres personnes, je leur dis, on oublie le sexe, mettez ça loin, on s'en fout. Ils me regardent en mode, attends, je paye une sexologue pour me dire qu'on s'en fout du sexe. Je suis un peu particulière, désolée. Et je leur dis, par contre, concentrez-vous sur la sensualité. Ça, c'est chouette. C'est un peu, tu vois, pour rester dans la métaphore maison des Yvelines, c'est un peu comme des petites braises pour qu'il y ait des grandes flammes, quoi. Alors, si on reprend le TSES, Ouais. donc c'est tendresse, Ouais. ensuite sensualité, Ouais. érotisme, et ensuite on arrive au sexe. Exactement. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'une fois que du coup je parle de base en consultation, base 1, base 2, base 3, base 4, du coup en fait les couples se comprennent. C'est-à-dire qu'en fait il y a des fois tu crois que tu as envie de sexe, en fait tu as envie de sensualité. Et c'est pour ça que tu dis, ah mais j'ai peur de lancer un truc et j'y vais pas. Et je leur dis, demandez-vous, là t'as envie de quoi? Là j'ai envie de tendresse, là j'ai envie de sensualité, là j'ai envie de sexualité. Bon ok, en fait je vois qu'en fait on n'est pas au même stade. Et c'est le fait d'avoir, comme les enfants en fait, le fait de nommer les choses et d'avoir des mots, tu respires quoi. Parce que tu vois, on a l'impression que tu sais c'est un 0 à 100 quoi. C'est vas-y je te roule une galoche, schlac, on se retrouve en train de faire une pénétration. Et les gens ils me disent mais il y a des fois en fait j'aimerais bien qu'il y ait un entre-deux. Il est là l'entre-deux. Est-ce que tu as ça aussi beaucoup en consultation pour avoir vraiment souvent entendu ça dans mon environnement féminin, que parfois je voudrais juste que mon partenaire me touche mais qu'il n'y ait rien derrière. Oui. Ou qu'il y ait cette tendresse comme dont tu parlais ou sensualité, mais qu'il n'y ait pas cette option du sexe. C'est ça qui fait, c'est ça qui bloque au final dans les couples. Exactement. C'est de savoir que potentiellement il va y avoir un rapport alors qu'on n'est pas du tout câblé pour l'instant à ça. En fait, c'est exactement ça, et c'est un des motifs majeurs de consultation, c'est de se dire, quand tu creuses un peu avec les personnes, c'est pas qu'elles ont pas envie de sexualité, c'est qu'en fait, à l'instant T, en fait, elles sont OK pour quelque chose. Mais je parle souvent des femmes, il y a aussi des hommes, mais grande majoritaire, c'est les femmes. Elles sont OK pour quelque chose, mais en fait, il y a des fois, elles veulent juste de la sensualité, elles veulent juste se faire caresser le corps, et ça s'arrête là. Et en fait, sauf qu'on nous a tellement présenté ces moments-là comme étant des étapes, et non pas comme étant des fins en soi, tu vois. En fait, on parle de préliminaires. C'est un mot que je n'aime pas parce que déjà, c'est-à-dire quoi, que les lesbiennes qui n'ont pas de pénis, elles sont toujours dans les préliminaires. C'est hyper excluant comme terme. Et en fait, on nous présente toujours, les baisers, les massages et tout, comme étant la préparation à quelque chose. Et c'est pour ça que c'est le truc des étapes, il est génial parce qu'en fait, tu te dis, en fait, non, la sensualité est une étape en tant que telle et tu peux t'arrêter là et c'est OK. Et il vaut mieux un couple qui cultive sa sensualité tous les jours et où l'homme et la femme ne se forcent pas que des gens qui vont avoir des rapports sexuels une fois par semaine parce que on leur a dit ou je ne sais où que c'était la norme, ce qui est absolument pas le cas. Et là, il va y avoir du désir, tu vois, là, il va y avoir de quelque chose. Mais c'est exactement ça. Parce qu'en fait, on nous apprend que c'est une étape jusqu'à la pénétration. C'est que le but final est la pénétration et on ne voit pas la sensualité comme faisant partie de la sexualité. C'est ça. En fait, on a une mauvaise définition de ce que c'est la sexualité. Mais c'est ça. C'est-à-dire, en fait, on pense que la sexualité, c'est la pénétration. Moi, j'ai une de mes amies qui s'appelle Marine Gandon, qui est sexologue et qui dit, en fait, cette phrase que je trouve tellement juste, c'est que le début du rapport sexuel commence à la fin du dernier. Tu vois? Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tu estimes que le rapport sexuel est terminé, en fait, finalement, tout ce qui va mener au prochain fait partie de la sexualité. Comment tu te comportes avec ton conjoint ou ta conjointe fait partie de comment tu nourris en fait ton couple. C'est ça. Est-ce que tu as envie de ton mec quand il t'a cassé les bonbons pour un truc de charge mentale qu'il devait faire et qu'il l'a pas fait? Non, vraiment pas, non. Tu vois. Pourquoi est-ce qu'on parle pas aussi assez de désir? Tu disais tout à l'heure quand tu es en consultation, tu demandes aux femmes mais qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce que vous aimez? C'est quoi dans votre désir? On sait pas répondre. Cette question-là, on nous l'a jamais posée en fait, vraiment. Non. On nous a pas appris à nous la poser. Non, on nous a appris à faire plaisir. Ouais. Ouais, on nous apprend à faire plaisir. Tu vois, mais de la petite enfance, moi je suis maman d'un garçon, mais j'ai des amis qui ont des petites filles et ça me fait mal au cœur, quoi. Fais un bisou pour dire merci. Non, en fait. Fais un bisou pour dire bonjour. Ah, certainement pas. Et oui, en fait, en tant que femme, on n'a pas cette éducation au plaisir. Tu vois, là où, comme je le disais tout à l'heure, les hommes, ils ont cette masturbation, ce rite presque. Moi, j'aimerais bien, à l'ego, on va l'inventer. Tu vois, genre qu'à 13 ans, alors je sais que c'est le cas dans certaines religions, mais tu vois, l'arrivée des règles, on la célèbre. Et qu'on célèbre et qu'on en profite pour faire une grosse teuf. Faut toujours prendre des occasions pour faire les fêtes. Parce qu'à un moment donné, tout le monde s'est déjà marié, donc tu dis, bon, allez. Tu vois, pour qu'on célèbre ça et qu'en même temps, on puisse parler du plaisir. Mais il y a un exercice que je donne souvent aux femmes qui ne savent pas ce qui leur plaît sexuellement, c'est que souvent, elles ne savent pas ce qui leur plaît tout court.
Donc, je leur dis, OK, go, vous allez vous bloquer une demi-journée, 1 heure, 2 heures. Vous allez dans la rue. Vous n'avez rien prévu. Et vous suivez vos envies. Hunger Games de la rue, quoi. Oui, mais tu le notes bien dans ton livre. Pour beaucoup de femmes, c'est une nouvelle étape dans leur vie. C'est quelque chose auquel elles n'ont jamais été habituées, où on leur a jamais, encore une fois, posé la question. Elles se sont jamais autorisées elles-mêmes à explorer cette partie-là de leur vie. Ouais. C'est difficile. Ça doit être dur, je trouve, pour des femmes peut-être qui ont 30 ans, 40 ans, de se rendre compte qu'elles savent pas ce que c'est le plaisir. Ou ce qu'elles aiment, enfin, ce qu'est leur plaisir à elles. Bah ouais, c'est dur de te rendre compte que, en fait, ce que tu pensais être la norme, enfin, comment dire, ce qui pensait te convenir, en réalité, ça l'est pas. Et c'est pour ça que je trouve que, tu vois, les femmes de 45 ans, d'un point de vue sexuel, elles sont top. La question de la maternité, elle est déjà réglée, qu'elle soit présente ou pas. Leur carrière, globalement, c'est fait. Et tu vois, elles ont plus... en fait, j'en ai une qui a dit cette phrase, pardon, je vais être vulgaire, elle a dit « j'ai plus envie de m'emmerder ». Et je trouve ça chouette, tu vois. Sauf que, tu vois, nous, entre 30 et 40 ans, c'est le moment où ta carrière décolle, entrepreneur ou pas. C'est le moment où tu fais tes gosses, où t'achètes ta maison ou pas. Enfin, en fait, c'est ces espèces de périodes qui sont hyper décisives. Et il y a tout qui se joue en même temps, quoi. Tu vois, tu lances une blanquette de veau, des lasagnes, un gratin dauphinois, et tu dois être censé être partout sur tous les plans. On peut pas. Non, et heureusement que ton podcast, il est là aussi pour se rappeler, pour nous déculpabiliser, parce que moi, j'ai 33 ans et t'as des injonctions partout, tout le temps, tu vois. La sensation que ça me donne, c'est que la sensualité et la sexualité, ça a un énorme rapport avec notre relation au temps. C'est que ça demande du temps. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile? Tu sais, on disait qu'il y a moins de rapports sexuels chez les Français, potentiellement aussi parce que les réseaux sociaux, qu'on est plus enfermés à la maison, on va moins à l'extérieur se mettre en relation humaine. Mais est-ce que c'est pas aussi parce qu'on vit dans des vies à 10 000 à l'heure et qu'on ne prend plus le temps? Et on est dans des trucs où tout va vite, tu sais, et la sexualité, tu m'arrêtes si je me trompe, ça demande du temps. Ouais, ça demande du temps. Il y a un truc que j'aime, décidément, je parle beaucoup de ce que je fais en consultation, mais ça donne des tips. C'est, j'aime bien demander aux personnes, je leur demande combien de temps elles passent ensemble, et de temps de qualité. Pas beaucoup. Et effectivement, t'as raison, on a, surtout dans les grosses villes, dans les grandes villes, on a des vies à 1000 à l'heure parce qu'on a des temps de trajet qui sont longs et ça fait partie de nos quotidiens. Mais en fait, ce temps-là que tu prends pour déposer tes enfants, pour prendre la voiture, pour prendre le train, le métro, le bus ou le RER, en fait, c'est du temps que tu prends pas pour toi. Et c'est pour ça qu'en fait, je leur dis aux personnes, aux femmes qui se culpabilisent de pas avoir désir, je leur dis non mais attends, enfin je les vois, mais je leur dis mais attendez, la journée, vous déposez les enfants, vous allez bosser, vous avez une pause déj, vous essayez caler une séance de sport le midi, parce que voilà. Ensuite, vous allez chercher les enfants, vous êtes dans le tunnel du soir. Et je dis, et après ça, il faudrait avoir du désir. Et elle me regarde en disant, ah ouais, non, dit comme ça. Mais pareil, parce qu'on nous renvoie que tout le monde a une vie sexuelle de fou, donc on a l'impression qu'on est les seuls à vivre ça, mais tout le monde, enfin ouais. Et effectivement, le désir, il a besoin d'espace pour exister. Il a besoin d'avoir de la place, mais de la place psychique et de la place physique. J'ai certains couples qui sont sans enfants. Ils ont des week-ends par Monts et par Vaux, par-ci, par-là. Et je leur dis, mais attendez, sur 2 jours de week-end, et si, allez, on compte le vendredi soir, quand est-ce que vous vous retrouvez tous les deux? Ah non, mais là, il y a l'anniversaire de machin, et puis il y a le truc, et puis on a un machin. Ok, mais quand est-ce que vous vous retrouvez tous les deux? Et en fait, on a souvent, et le problème, c'est que avant d'avoir des enfants, le couple, c'est un peu la variable d'ajustement quand tu vis avec la personne. Je sais pas si tu vois ce que ça te parle ou pas. Un petit peu, ouais. Tu vois, c'est un peu, non, mais elle comprendra. Et tu sais, tu cales tes trucs. Et une fois que tu as tout calé, bien tassé, il y a plus de place pour le couple. Et qu'est-ce que tu préconises, du coup, tu leur dis quoi au couple dans ces cas-là? De recommencer par quoi? Je leur dis de se garder 1 à 2 heures de temps de couple par semaine. Donc, celles et ceux qui sont en télétravail, mais même, je leur dis, mais attendez, le télétravail, c'est génial. Je leur dis, prenez votre pause déj pour avoir des moments sensuels. Ceux qui ont des galères de nounou, qui ont pas les parents, plus les parents, enfin bref. Je leur dis, mais on prend ce qu'il y a à prendre. Donc, si vous faites tout, calez-vous une journée de tété en même temps. Et mangez ensemble le midi. Enfin voilà, c'est essayer de trouver et de mettre des rituels là où on met de la routine. Tu vois? C'est de transformer ces petits moments du quotidien qui paraissent chiants et de les transformer en quelque chose de positif. Et tu vois, c'est marrant parce que vraiment, le rapport au temps, c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié, exploré. Et on ne sait pas, par exemple, qu'on a 168 heures dans une semaine. Quand j'ai découvert ce chiffre, je me dis, mais attends. Donc, tu me l'apprends. On a 168 heures. Donc, caler 1 ou 2 heures pour son couple, c'est le minimum qu'on puisse... Enfin, on peut le faire. Ouais. Si on prend, tu vois, le total, 168 heures, 1 ou 2 heures,
Ça paraît pas déconnant dans le ratio. Mais combien de temps je passe sur les réseaux sociaux? Sur mon téléphone? Beaucoup plus. C'est-à-dire que du coup, si je suis sincère avec moi-même, je parle en général, hein, je fais culpabiliser personne parce que je m'inclus dedans. Je me rends compte que je vais dédier du temps à des choses qui ne sont pas utiles et que, comme tu dis, le couple, ça va être ma variable d'ajustement alors que c'est primordial au final, moi, dans mes valeurs. Et c'est vrai qu'on n'est pas doué parfois, on s'auto-sabote nous-mêmes, tu vois, dans ces trucs-là, sur le temps. Ah oui, non, mais je suis d'accord, c'est une question qui est hyper pertinente et c'est vrai que c'est pour ça que je te disais en introduction que la sexo, c'est un peu de philo, c'est qu'effectivement, on parle de ce rapport au temps, de où est-ce que je mets mon énergie, pourquoi je la mets là. Et c'est horrible, mais quand tu choisis de prioriser, et pareil que toi, hein, pas du tout de culpabilisation, je m'inclus vraiment dans le lot. Quand tu choisis de prioriser ton téléphone par rapport à ton mec ou à ta nana, c'est un choix que tu fais. Et c'est difficile. Et je comprends. Et pareil, t'as la journée de taf, t'as pas envie de discuter, mais combien de personnes me disent « Oh, c'est fou, on a passé 1 heure sans nos téléphones et juste après, on a fait l'amour. » Alors, attention, c'est pas magique, mais parce que la communication va créer une proximité, une intimité psychique qui va amener progressivement parfois à une intimité physique. Ça aussi, le téléphone, c'est un petit peu un poison pour le couple. C'est horrible. Pour la sexualité. C'est horrible. C'est-à-dire que moi, la première, alors j'ai eu des parents qui n'avaient pas la télé dans la chambre, mais tu vois, on est tous un peu jugeants sur les gens qui ont la télé dans la chambre. Genre, non mais les gars, vous êtes jugeants sur les parents qui ont les télés dans la chambre, mais avec nos téléphones, c'est pire. Parce que quand t'as une télé et que t'es deux avec une télé. Donc en soi, t'es 3. Mais quand on est tous les 2 avec nos téléphones dans la chambre, on n'est pas 3, on est 4. On est des millions, même, parce qu'on peut avoir accès. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est pas faux. On a la terre entière à portée de doigt. Vaut mieux avoir son clitoris à portée de doigt. Pardon. Non, mais bon, on est des millions. Donc, typiquement, poser son téléphone sur la guéridon, guéridon, c'est ça, les petites tables, sur la table basse. Sur la table basse, tu vois. Mais oui. Mais c'est dur, hein. C'est hyper dur. C'est des espèces de petits outils, là, de pacotille, là, ça nous rend addicts, hein. Et ça, tu penses aussi que ça joue dans le fait que, cette ambiance générale, la malbaisse, tu vois, c'est que on est déconnecté de l'humain. On est sur des choses très technologiques et qui font qu'on ne sait plus aussi interagir en tant qu'humain. Ouais. Alors là, c'est le moment où je vais râler sur les réseaux sociaux. Il y a un truc qui m'énerve sur les réseaux sociaux, c'est ce manque de nuances, quoi. Tu vois, le manque de nuances, c'est-à-dire qu'en fait, c'est très binaire sur les réseaux sociaux, tu vois. Pareil, toi, la matrescence, c'est le plus gros podcast en matière de parentalité. Je pense que tu le vois, c'est soit tu vas dire quelque chose et on va tomber dessus, soit on va dire autre chose, on va tomber dessus. Ça manque de nuances. Et du coup, ce côté très binaire de la pensée, on le retrouve aussi dans notre couple, dans la sexualité et même en termes de vulnérabilité. Pardon, je finis mon live sur les réseaux sociaux, mais tu vois, il y a un hashtag, il y a 2 hashtags, t'as couple goal et couple goals avec un S, donc objectif de couple. À eux deux, ces hashtags réunissent près de 4 millions de photos. Donc en fait, t'es sur ton téléphone, tu vois des couples qui s'éclatent, qui font les plus beaux hôtels et machin, tu regardes ton pieu, t'es avec ton mec, vous êtes tous les 2 sur ton tel. Enfin, tu vois, c'est dur, quoi. Et vu que les réseaux sociaux sont dans cette absence de nuance, toi, dans ton couple, pardon, je m'égare, vraiment TDAH, la meuf, je pense. Toi, dans ton couple, ça va te mettre un frein, tu vas pas avoir la motive, tu vas pas avoir l'énergie. Et c'est pour ça que je reviens à la sensualité, de dire, OK, à ce moment-là, ce que tu peux faire à l'instant T, tu lâches ton tel et tu te dis, vas-y, viens, on se fait un câlin. Et ça coûte rien, tu vois. Et au moins, tu te reconnectes avec l'autre. Le massage aussi. Le massage aussi. Mais il faut faire attention avec le massage. Déjà, t'as de l'huile, ça en fout partout sur les draps. Mais effectivement, les femmes ont souvent peur de ce que tu disais tout à l'heure, à ce que ça amène à quelque chose. Et que monsieur ait envie, madame non, et du coup monsieur soit frustré, etc. Mais effectivement, le lit, tu peux faire un massage, un câlin nu, se prendre dans les bras. Moi, je leur dis, mais au pire, mettez un timer. Tu mets un timer sur ton tel, voilà, on va utiliser à bon escient, et pendant 5 minutes, tu coupes tout. Et il fait un câlin, ferme les yeux. Et ça, c'est la magie, parce qu'il y a aussi quelque chose qui se passe chimiquement. Ouais. C'est-à-dire que on produit de l'ocytocine, on reconnecte. Mais tu vois, moi, je me dis, avec mon mari, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Alors évidemment, on avait un temps infini devant nous pour faire des câlins. Du coup, il n'y avait pas cette pression aussi en tant que parent de se dire on peut commencer l'après-midi à juste faire des câlins et potentiellement dans 3 heures, on peut aller faire l'amour. Mais là, on n'a pas 3 heures devant nous en tant que parents. Le temps. Donc, c'est pour ça aussi cette peur de faut faire le câlin, donc faut vite faire l'amour. Donc, tu vois, en tant que parent, on nourrit ce stress aussi parce que les enfants sont forcément jamais très loin. Comment tu fais, tu vois, ça? Tu te dis que c'est une phase et on verra plus tard. Déjà, on se dit que c'est une phase. Okay. Et même métaphore du frigo. Tu prends ce qu'il y a. Non, mais vraiment, c'est-à-dire,
si, en plus, les siestes, c'est hyper galère parce qu'il y a des fois, ils font des siestes de 3 heures et des fois, ils partent sur 45 minutes. Et t'es en mode, oh waouh, c'était pas le moment. Donc, si le soir, le week-end, tu peux, voilà, prendre une douche avec ton mec ou ta meuf, tu vois, vous touchez. Parce qu'effectivement, tu parles de l'ocytocine et tu le sais, c'est tellement essentiel dans la survie des bébés. Prévenez les bébés qui sont en réa ou en néonate. Il y a un protocole et ils notent le nombre de fois où les parents vont les câliner. Il y a même des câlineuses en association. Donc, si ça fait permettre la survie d'un bébé, ça permet aussi la survie du couple. Et il vaut mieux se prendre dans les bras. Là, au moins, t'es sûr que 5 minutes, voilà. Plutôt que se dire, on part sur l'entrée plat dessert et tu te mets la pression. Et en plus de ça, parce que pareil, t'as ce truc de se dire, l'enfant dort, viens, on va faire l'amour. Ouais, mais la question de l'envie, elle est où? Tiens, genre, fais un câlin et puis après, tu vois. Enfin, cette espèce d'optimisation, ça, c'est un sujet aussi que toi, t'adores parler du temps. Moi, j'aime bien parler de l'optimisation, du capitalisme dans la sexualité. Tu vois, on va en vouloir optimiser tout, mais c'est finalement lié au temps, tu vois. L'enfant dort, donc je vais baiser. Alors non. Parce que, en fait, je vais dormir d'abord. Voilà, dors, prends soin de toi. Et ensuite, quand t'auras pris, bah oui, parce que tu parles du désir, pardon, mais la première personne qu'on doit désirer, c'est soi. Et les mamans qui sont en postpartum, et comme ça dure 3 ans, voilà, en fait, si t'as envie de te prioriser toi par rapport à ton mec, c'est OK. Et c'est même normal. Ça, non, mais je me dis que c'est tellement difficile d'être en couple quand on est parent pour ça aussi. Parce qu'on nous renvoie, comme tu disais, les réseaux sociaux nous renvoient des images et on se dit, mais moi, ça correspond pas à ma réalité. Tout le monde n'a pas un accouchement qui se passe facilement. Tout le monde n'a pas un corps avec lequel il est à l'aise après l'accouchement. Tout le monde n'a pas un compagnon ou un conjoint patient et aimant et enveloppant qui ne va pas juger et qui va comprendre que ça prend du temps. Je me dis, c'est dur en fait. Et en plus, j'en ai même pas parlé de ça, mais c'est tabou la sexualité. Oui. Donc en plus, tu vois, là on en parle comme si, mais je sais que c'est pas normal de parler de sexualité aussi facilement. En plus, c'est tabou. Donc du coup, les couples, ils ont du mal aussi à demander de l'aide, j'imagine. Oui, c'est vrai, ouais. Et il y a un point que je veux absolument te dire, c'est, je sais, je m'éloigne un peu, mais je vais répondre à ta question après, mais j'ai trop peur d'oublier, c'est que tout ce qui se passe pendant, après le postpartum, ça marque psychiquement les mamans. Et ça, je le vois tout le temps. C'est-à-dire que pour peu que le père, dans les couples hétéros, n'ait pas été présent, il soit sorti avec ses potes, tandis que la maman était au 36e sous-sol et que son gamin avait 6 semaines et que tu vois, t'étais dans la phase de crise à 6 semaines. Ça, c'est un truc qu'on ne dit pas, qui ne se voit pas, mais moi, je le vois systématiquement en consultation. C'est-à-dire que quand les personnes viennent me voir, qu'elles sont sorties de ce tunnel de la petite enfance et que leurs enfants ont autour de 3-4 ans, malgré tout, malgré qu'ils leur plaisent physiquement, enfin, tu vois, tu creuses, et en fait, tu vois que, en fait, bah ouais, mais il a pas été là à un moment clé. Et vu qu'il y a une perméabilité psychique qui se fait autour de la naissance de l'enfance pour que la femme puisse accueillir psychiquement son enfant, tu sais, c'est comme s'il y avait une espèce de truc, de pète qui vient de se mettre en disant, putain, il a pas été là à ce moment-là. Qu'est-ce que je vais aller ouvrir mes cuisses 3 ans plus tard pour lui faire plaisir alors que là où j'avais besoin de lui, il était pas là. Et ça, c'est un truc dont peu de personnes parlent, ou en tout cas, j'ai pas entendu. En fait, alors, parce que, effectivement, là, j'ai tenté de développer, parce que si on parle sur les réseaux, on va me dire, oui, mais c'est comme si tu voulais faire payer, oui, mais c'est pas aussi, enfin, c'est ça dans les faits, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, tu vois, et encore une fois, l'intimité physique, c'est un cadeau que tu fais à l'autre, homme comme femme. Et est-ce que tu as envie de faire ce cadeau quand, dans un moment de vulnérabilité, ton partenaire était pas là? Je sais pas. Et ça, tu le revois, mais avec des répercussions, mais des années après, en fait. C'est une bombe à retardement, le truc. Moi, je dis souvent, une femme en postpartum n'oublie jamais comment on l'a traitée. Mais pareil. Et effectivement, forcément, ça a une répercussion sur la sexualité. Mais même à titre perso, tu vois, moi, les personnes qui ont été le plus proches de moi à ce moment-là, c'est aujourd'hui mes amis les plus proches. C'est horrible, hein. J'aimerais bien que ça soit pas, mais on est câblés comme ça, sûrement. Il y a un truc. Pardon. Du coup, je vais ta question. Non, je te disais que la sexualité, c'est tabou. Et tu vois, c'est drôle je te pose les questions à la fin, alors qu'au début, je m'étais dit, je la poserais au tout début. Mais du coup, les couples ont forcément peut-être peur de consulter. Oui. Est-ce que tu as la sensation que ça se démocratise quand même? Parce que via les réseaux sociaux, on a critiqué, mais aussi, il y a une parole qui s'est libérée. Alors, oui et non. Les réseaux sociaux, je trouve ça très bien parce que moi, ça m'a permis de me sentir moins seule dans ma parentalité de manière générale et trouver plein de comptes, etc. Donc, non, vraiment, là, je parlais des côtés négatifs. En fait, ce qui se passe, c'est que les comptes sexos, il faut aller les trouver. Moi, je me fais shadowban de fou en ce moment parce que j'ai utilisé le mot pénis dans une de mes publications. Wow, spoiler. Donc, il faut quand même avoir cette démarche-là d'aller chercher les infos. Mais oui, t'as raison, c'est hyper tabou. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que j'observe souvent, parfois, c'est que j'ai des personnes qui prennent rendez-vous. Et 2-3 jours avant, elles les annulent. Et quand elles annulent, elles me disent pourquoi elles annulent souvent. Et en fait, elles me disent, écoutez, en fait, le fait qu'on avait rendez-vous, ça nous a obligés à parler de sexualité, à préparer la consultation.
Et la communication étant un des 5 piliers du couple, en fait, du coup, il y a eu ce champ de possibles qui était là. Parce que très souvent, quand est-ce qu'on parle de sexe? Après un rapport sexuel. Mais le pire truc à faire, en fait. Ah ouais? Mais ouais, t'es à poil physiquement. Parce que quand ça se passe bien, ok, tu te sauces un peu, tu vois. Mais quand ça se passe mal, tu vois, c'est genre horrible de se faire critiquer quand t'es nu, quoi. Genre, tu vois. Non, mais je me dis, tu sais, j'ai un peu l'exemple de genre, on a tous fait ce cauchemar quand on était petits, genre, tu passes devant le tableau et t'es à poil, tu vois. C'était vraiment cette idée-là. Et en fait, on va parler de sexualité que à ce moment-là, et je trouve qu'en fait, il faudrait, pour normaliser la sexualité, il faut en parler à distance des moments sexuels. Parce que quand ça va bien, c'est un peu comme parler de nourriture quand tu manges, c'est très chouette. Mais par contre, quand ça se fait pas, tu vois, quand t'as pas pris ton pied ou qu'il y a eu un truc qui s'est pas fait, c'est un peu gênant, quoi. Donc en fait, il faut toujours parler de sexualité et j'aime bien dire aux personnes, utilisez vos dates de rencontre ou vos dates d'anniversaire, anniversaire de mariage, pour vous faire un rendez-vous, un sexo-date, où vous allez parler de, avec des questions ouvertes, quoi. Comment, j'ai épinglé 10 questions sur mon compte Insta pour que tout le monde puisse avoir accès à ça. C'est comment t'as vécu nos derniers rapports, qu'est-ce qui aurait pu être différent, qu'est-ce que j'ai fait qui t'a plu, qu'est-ce qui aurait pu être modifié, et de quoi t'as envie, parce que ça, on le dit pas assez, mais quand tu te mets avec quelqu'un et quand ça fait longtemps que t'es avec la personne, tu changes. Ton désir change. Donc, si t'aimais bien les levrettes bien tapées quand t'avais un pige, peut-être qu'à 30, t'as envie d'autres trucs. Et peut-être, ou pas, et peut-être qu'à 40, t'avais dit non ce que je vois souvent, t'avais dit non à la sodomie, et peut-être qu'à 40, t'as envie d'essayer. Sauf que vu que tu parles pas de sexualité, c'est difficile de se suivre et de pas se perdre, en fait, sur la route. Plus ajouter le poids du tabou, plus ajouter le poids de la distance, plus le poids des vies. Enfin, tu vois, en fait, t'as un fossé qui se creuse. Et en fait, il faut accepter, comme je disais tout à l'heure, que, la sexualité, elle a l'image de nous, quoi. Et c'est ok on parle de contrat implicite, tu vois. D'expliciter le contrat implicite. Au début, t'aimais bien telle pratique, et en fait, après, t'aimes plus. Et c'est pas grave, faut juste en parler. Et c'est quoi la réalité? Est-ce que vraiment les couples, en moyenne, on fait 1 fois par semaine? C'est quoi ces chiffres et sur quoi on doit se baser pour se penser de la normalité? Je mets des gros guillemets. Ouais, alors, tu vois, moi, il y a une question que je pose jamais en consultation, c'est le nombre de rapports sexuels. Je sais certaines choses parce qu'on me le dit, mais de façon très vulgaire, je m'en fous. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux aller au resto tous les jours, mais si tu manges pas bien, ça n'a aucun intérêt gustativement. Donc, la normalité, après, mon discours n'est pas universel, hein. Attention, ça n'engage que moi. Mais il n'y a pas de normalité en matière. En fait, pour moi, la normalité en sexualité, ce serait le plaisir et le consentement. Mmh. Tu vois? C'est déjà très, très bien. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, je rêve que les femmes arrêtent de se forcer parce que... et elles en rêvent aussi, en fait. C'est ça qu'elles me disent en séance. C'est qu'elles rêvent. Elle me dit, et moi, je leur dis, mais pourquoi vous êtes là? Parce que mon mec, il est pas content. Je suis, ah ouais, mais non. Dans ces cas-là, revenez avec votre mec parce que vous, en soi, il n'y a pas de problème pour vous, donc je vois pas comment vous accompagner sur un truc qui vous gêne pas. Enfin, tu vois, il y a une question d'éthique. Enfin, je lui dis non, c'est pas ma cam. Moi, c'est pas trop mon truc. J'ai pas envie de vous forcer parce que on vous a dit que c'était 1 fois et pourquoi pas 2, en fait. Et pourquoi pas 0,5? Une demi-pénétration, tu vois. Ou une demi-fellation. Enfin, tu vois, je mets beaucoup d'humour, mais tu vois, c'est pour ça que je te dis que c'est un peu philo. C'est qu'en fait, je questionne. Donc non, il n'y a pas de norme, si ce n'est que de mettre le plaisir et le consentement au centre, quoi. Je trouve que c'est une très bonne conclusion. En vrai, non, mais c'est parfait. De quoi on a besoin? De plaisir, de consentement, et c'est tout. Et le nombre de fois, j'avoue, on s'en fiche. On grappille ce qu'on peut. J'aime beaucoup ton image du frigo. Ouais. Et je vais reprendre un slogan d'un resto gustatif. Venez comme vous êtes. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, tu vois. Et puis c'est pareil, c'est à l'image de la vie, quoi. Il y a des fois, il y a des trucs dans ton frigo, des fois, il y a rien, et c'est pas grave, en fait. Donc remplissez quand vous pouvez votre frigo, et puis des fois, ça sera un petit peu plus compliqué les fins de mois, c'est pas grave. C'est ça. C'est la vie, comme tu dis. Merci beaucoup, Margot. Merci Clémentine. J'ai trop kiffé. Je suis désolée si je suis partie dans tous les sens. C'est très bien. Okay. C'est parfait. J'ai adoré. Merci à toi. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.